Voilà, merci Jean-Jacques. Merci de nous avoir, Vincent et moi, embarqués dans cette aventure. Alors c'est vrai que lui faisait la phase technologique et j'essaierai de lui répondre comme un bon juriste. Alors merci de me permettre de retrouver quelques collègues et amis. Et enfin, je voudrais simplement aussi dire qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Yves et donc c'est ma fête. Et c'est la fête des juristes, bien évidemment. Voilà, j'étais au Canada lorsque a éclaté le scandale des Panama Papers. Et dans les journaux de l'Ontario, on s'est allé en long et en large sur les vertus du big data. On notait que c'est bien grâce au big data que l'on avait pu identifier un certain nombre de personnes qui avaient logé ainsi leur argent là-bas. Par ailleurs, on a appris qu'un cabinet avait également servi de pourvoyeur d'informations. Mais donc on disait, ben oui, regardez, grâce au big data, on a pu mettre ensemble des données relatives à des voyages, des données relatives à l'appartenance à des clubs communs, des données relatives à, bien évidemment, des retraits d'argent, des données relatives à des voyages et tout ce qu'on peut imaginer. Et on vantait ainsi, on terminait l'article en disant « Vive la transparence, abat la vie privée ». Je crois que nombre d'entre nous se disent « Nous n'avons rien à cacher, donc vive la transparence ». Vive la transparence, peut-être, jusqu'au jour où il vous arrive cette aventure qui est arrivée en Espagnol, et tout ça s'est terminé devant la Cour de justice des communautés européennes, où il s'est vu refuser un crédit tout simplement parce que la banque, qui était bien évidemment férue de recherche d'informations, avait découvert que son nom avait été associé, c'était 12 ans avant, à une affaire de faillite. Vive la transparence jusqu'au moment où, en tant que candidat employeur, vous vous rendez compte que votre employeur, votre futur employeur, a utilisé bien évidemment ce que vous avez laissé comme trace sur Facebook. Plus de 40% des employeurs le font, pourquoi pas lui? Vive la transparence jusqu'au moment où vous vous rendez compte que votre employeur, qui a mis, l'affaire est tout à fait vraie, qui a mis des lecteurs de RFID, je reviendrai là-dessus, c'est-à-dire des lecteurs de puces situés dans les vêtements des travailleurs, vêtements qui étaient distribués d'ailleurs à chaque travailleur, pouvaient suivre les déplacements des employés à l'intérieur de l'entreprise et bien évidemment à partir de ce moment-là, pouvaient se rendre compte si les personnes avaient ce qu'il appelait un trajet normal. Et vous devinez qu'un trajet anormal, c'est celui qui était bien évidemment le fait d'un travailleur qui restait 2 heures à la cafétéria ou qui éventuellement se retrouvait dans un bureau, 2 étages en dessous de son bureau, là où on pouvait se poser la question de savoir ce qu'il y faisait. Vive la transparence, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que votre assureur, et vous savez que c'est le cas, votre assureur maintenant demande s'il peut mettre des puces à l'intérieur de votre voiture qui lui permettent de révéler que bien évidemment à tel moment vous avez enfreint telle limitation de vitesse et donc à partir de ce moment-là vous augmente votre prime d'assurance. Et on peut ainsi continuer les choses. Je discutais avec un contrôleur fiscal qui me faisait remarquer que dorénavant en matière de fraude fiscale, on travaillait avec des big data, avec des gros réservoirs de données, et où il apparaissait tout d'un coup qu'un dentiste qui habitait une commune de moins d'autant d'habitants, qui avait une voiture de telle couleur, qui avait éventuellement un chien, était à 90% une personne qui était suspect de fraude. Voilà ce qu'est le monde de demain et dès lors. Il faut peut-être se poser la question de savoir dans quelle mesure il y a des solutions à cette trop grande peut-être transparence.
Alors, le fil rouge de l'exposé, simplement vous dire que nous sommes dans un contexte en pleine évolution et avec des nouveaux débats. Et lorsque je parle de contexte en pleine évolution, c'est évidemment de se rendre compte que les systèmes d'information évoluent à une vitesse extraordinaire en termes de capacité, et nous allons le voir également en termes d'éléments, que les méthodes à la fois de collecte et de stockage ont bien évolué, et qu'il y a peut-être de nouveaux acteurs auxquels il faut songer et qui peuvent présenter des problèmes par rapport à ce qu'on peut appeler la vie privée. Puis, j'essaierai de montrer qu'il y a donc de nouveaux risques par rapport à la protection des données à caractère personnel et que dès lors, il est peut-être utile d'entamer de nouveaux débats. Et je voudrais, c'est un point important, montrer comment les libertés se trouvent à la fois augmentées par les technologies de l'information et de la communication, mais se trouvent également mises en danger par ces mêmes technologies. Et que peut-être qu'au-delà des questions de liberté sur lesquelles on pense, sur lesquelles on se penche souvent, il y a de nouvelles questions qui se posent, des questions de dignité, de justice sociale et de démocratie. Et puis, à partir de là, je voudrais bien esquisser la réponse du droit face à ces nouveaux défis. Comment est-ce que je vais le faire? Je vais le faire à partir d'une réflexion sur le concept de privacy. Le concept de privacy qui est vu de manière générale comme un concept à l'allure négative. C'est le droit d'être laissé seul, c'est le droit de ne pas être inquiété, de ne pas être vu. Je voudrais montrer comment la jurisprudence, et en particulier la jurisprudence du Conseil de l'Europe, lui a donné une autre signification. Privacy devient de plus en plus ce qui fixe les conditions du développement de chacun. Et je voudrais montrer à partir de cette conception nouvelle de la privacy comment on peut passer de la privacy à la protection des données, et puis de montrer comment, au niveau de la protection des données, il y a me semble-t-il, deux faces. La face qui est la face de protection de l'intimité, et puis un deuxième point qui m'apparaît beaucoup plus important, et surtout dans notre société de l'information, qui est le fait que lorsque nous sommes des humains, nous émettons un certain nombre d'informations par le fait que nous vivons en société, que c'est une bonne chose que nous vivons en société, et que dès lors, la protection des données, ça doit d'abord être une réflexion sur la maîtrise de notre image informationnelle, la maîtrise de la circulation de notre image informationnelle. Et puis, rapidement, je ferai un petit historique pour montrer comment les lois de protection des données ont pu évoluer et comment on arrive progressivement à une troisième génération de lois de protection des données. Et ça tombe bien puisque le 14 avril 2016 était enfin, après plus de 4 ans de discussion, après un nombre d'amendements qui est unique dans l'histoire du Parlement européen, a été enfin adopté le fameux règlement européen de protection des données. Je vous dirai ce qu'on peut en tirer. Voilà, donc le premier point, c'est, me semble-t-il, une réflexion sur le contexte. Et le contexte, c'est de voir un petit peu quelle est l'évolution des systèmes d'information. Quelle est l'évolution des systèmes d'information? Et je voudrais, à cet égard-là, souligner deux caractéristiques de cette évolution des systèmes d'information. C'est d'une part une tendance de plus en plus grande à la multiplication des capacités des systèmes d'information, et une deuxième tendance qui m'apparaît beaucoup plus importante, qui est aussi une tendance à la miniaturisation des systèmes et des éléments des systèmes d'information. Donc le premier point, c'est le développement gigantesque de la capacité des systèmes d'information. J'ai repris les chiffres de notre univers digital, le nombre de bits qui circulent à l'intérieur de nos systèmes d'information. Vous voyez qu'on est à 1200 milliards fois milliards d'octets, et en 2020, nous serons à 44 zétabytes. Vous connaissez le kilobyte, vous connaissez le gigabyte, vous connaissez le terabyte, le pétabyte. Chaque fois, vous multipliez par 1000 et vous arrivez aux zeta, et demain, on arrivera sans doute au yottabyte. Vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de millions et de milliards de
d'octets. Et cet accroissement sans cesse du nombre d'informations s'explique par ce qu'on appelle les lois. Et 3 lois. Vincent expliquait la première loi, qui est la loi de Moore. Moore, c'est un ingénieur anglais, et qui, c'est en 1987, il y a déjà quelques temps, 1987, ça fait quand même 30 ans, a dit, vous savez, pour le même prix, on peut considérer que, vous le voyez, tous les 18 mois, pour le même prix, vous pouvez avoir un ordinateur qui double dans sa capacité de traitement. Et vous voyez que la loi de Moore a été complétée depuis par la loi de Nielsen et par la loi de Crider. Voilà un certain nombre de chiffres qui donnent le vertige. Vous vous rendez compte que, bien évidemment, la capacité de traitement augmente de 1000 tous les 10 ans pour le même prix, et qu'il est affirmé que cette loi de Moore restera en tout cas valable jusqu'en 2025. C'est les prévisions qui sont actuellement données. Alors, ce gigantisme dans la capacité de traitement, dans la capacité de transmission, dans la capacité de stockage, souvenez-vous de la manière dont vous avez utilisé vos premiers ordinateurs, ce que vous pouviez faire avec eux. Vous voyez ce que vous pouvez faire maintenant, amène des revenus croissants, puisque toute cette information qui est stockée de manière de plus en plus bon marché va permettre un certain nombre de services. Et va permettre notamment des services, vous voyez, un trillion d'euros. Un trillion d'euros est considéré comme étant le nombre de revenus générés par les traitements d'information. 1 trillion d'euros, et ce qui est un point important, c'est que la majeure partie, j'ai bien noté ce qu'on considérait comme étant la majeure partie, mais c'est au-delà de 50% de ce trillion d'euros, serait capturé par un oligopole, ce que de plus en plus on appelle le GAFA. Le GAFA, c'est l'acronyme de 4 entreprises que vous connaissez bien, Google, Amazon, Facebook et Apple. Voilà ce qu'on appelle le GAFA. On reviendra là-dessus parce que ça m'apparaît un point important dans la mesure où la puissance de ces entreprises est de loin supérieure à la puissance des États. Et donc les États ont relativement peu de choses à dire par rapport au développement de ces entreprises. Alors le deuxième mouvement, il est tout aussi important, c'est non pas simplement le gigantisme et la croissance des capacités, mais c'est également la miniaturisation de plus en plus des éléments et des systèmes d'information. Miniaturisation, et vous le savez, vos systèmes d'information, vous l'avez bien évidemment en poche, vous l'avez dorénavant dans vos vêtements qui peuvent changer de couleur suivant votre humeur et suivant éventuellement la température. Vous l'avez, et c'est un point important, vous l'avez sur vos lunettes, c'est le fameux Google Glass que vous connaissez, qui permet de reconnaître un certain nombre d'informations simplement à travers vos lunettes, savoir que vous êtes devant tel monument, que ce monument a telle caractéristique historique, que vous êtes devant telle personne et que cette personne, vous l'avez déjà vue à tel endroit, des choses de ce genre-là. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le Google Glass. Mais ça va plus loin, puisque ces éléments de système d'information extrêmement petits peuvent également se loger à l'intérieur de votre corps, voire de votre cerveau. C'est cette tendance de votre cerveau, c'est la possibilité de mettre des implants à l'intérieur de votre corps qui permettront bien évidemment de détecter si à un moment donné votre capacité de mémoire est en train de s'affaiblir et à ce moment-là de régénérer votre capacité de mémoire qui permettra éventuellement de suppléer pour un malvoyant au fait de la déficience de sa vue. Donc cette technologie ubiquitaire, elle est partout et Dieu sait si elle peut amener des services et des services intéressants et importants pour l'humanité, mais nous aurons l'occasion de lire également un certain nombre de dangers. Donc on est passé de plus en plus du grès, vous vous souvenez, le grès c'était l'énorme système informatique qui occupait plusieurs salles, qui était sécurisé
qui, bien évidemment, occupaient des salles conditionnées. Et on passe de plus en plus à la smart dust. C'est quoi? C'est la poussière intelligente. Poussière intelligente, c'est-à-dire le fait que de plus en plus, on est capable de développer des systèmes d'information, évidemment, millimétriques, qui peuvent enregistrer des données et qui peuvent en tout cas émettre des données. Et à cet égard-là, peut-être que Jean-Jacques s'en souvient, de la fameuse puce qui était dans nos passeports, que personne ne remarquait, mais qui véritablement pouvait faire en sorte que lorsque vous passiez devant un lecteur de cette puce qui pouvait se situer à distance, bien, automatiquement on pouvait lire ce qui était contenu dans votre passeport. Le bioengineering, c'est un point également important, c'est un développement de plus en plus important où l'informatique joue son rôle. Il s'agit de travailler au niveau du bagage génétique et éventuellement de modifier et de réparer ce bagage génétique. Modification dans la structure et les caractéristiques des systèmes d'information, modification dans les méthodes de collecte. Au départ, on travaillait sur des données très limitées. Lorsque vous étiez jeune, et si vous avez mon âge en tout cas, vous vous souvenez qu'il y avait des ordinateurs dans les banques, il y avait des ordinateurs dans quelques administrations. Tout ça était bien identifié et on pouvait deviner a priori quelles étaient les informations qui étaient contenues dans ces banques, dans ces administrations. Maintenant, on passe à des données de plus en plus larges, de nature et bien évidemment de qualité. Il y a des données dures, c'est tout ce que vous pouvez trouver sur des sources privées comme Google, Search Engine, enfin l'engin de recherche de Google, ou des données publiques qui sont évidemment diffusées via nos administrations. Des données de sources privées à accès public, c'est évidemment aussi des données relatives à des sources journalistiques. Puis à côté de ça, il y a toute une série de données qu'on qualifie généralement de soft data, et ce sont des données que je produis moi-même. Et ces données, elles deviennent, et vous le savez tous, de plus en plus importantes en nombre. Ce sont des photos, ce sont des images, ce sont des sons que je mets sur les réseaux sociaux, à tel point que maintenant nous avons des ordinateurs qui sont capables de reproduire la vie, tous les instants de la vie de quelqu'un. Je peux me filmer en permanence depuis ma naissance jusqu'à ma mort. C'est Bo Schneider qui a décidé de faire l'expérience. Et voilà, tout cela tient sur un ordinateur. Bien évidemment, dont la capacité est de plus en plus importante. Alors, ces données douces, il y en a de plus en plus, et il y a même une tendance, la tendance qu'on appelle l'extimacy, par opposition à l'intimacy, à l'intimité. L'extimacy qui s'explique très facilement par une espèce de scénario d'apparence gagnant-gagnant. Je mets des informations relatives à moi-même, et bien évidemment, j'espère pouvoir ainsi obtenir des informations relatives à mes voisins, relatives à mes amis, relatives à mes parents, et bien évidemment, il y a là derrière une espèce d'insouciance dans la mise de ces données. Et puis il y a des métadatas, qui sont des données qui sont produites par les opérateurs eux-mêmes. Vous savez, je vais prendre un exemple, que de plus en plus sur vos produits de consommation, vous avez un TAC, c'est-à-dire un numéro de référence qui est lisible à distance. C'est ce qu'on appelle lisible par radio frequency, c'est un radio frequency identifier. C'est un TAC qui vous permet, bien évidemment, lorsque vous passez devant le produit, que vous avez un lecteur de ce TAC, par exemple, de pouvoir savoir exactement quel est le contenu, la provenance et les qualités particulières de ce produit. Donc il y a de plus en plus des numéros d'identification qui sont attachés aux ordinateurs, c'est le fameux numéro IP, des numéros qui vous sont donnés par les sites que vous visitez, c'est les cookies, des données de géolocalisation qui vous suivent et qui vous tracent à travers l'ensemble de vos déplacements. Ces données-là sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce que ces données vont permettre bien évidemment de faire en sorte que l'on peut
interconnecter des données qui sont en relation avec cette donnée, cette metadata. À partir de ma localisation, je peux évidemment, à partir de là, savoir ce que je suis en train de voir. Je peux mettre en correspondance le fait que ma localisation est la même que la localisation de Jean-Jacques, et que dès lors, visiblement, nous devions être au même endroit. Donc, ces métadatas sont extrêmement importants de manière à pouvoir connecter. Le cookies, vous le savez, chaque fois que je vais sur un site web que j'ai déjà visité, le site web peut reconnaître que j'ai déjà visité ce site et peut mettre en connexion les données de ma visite première et de mes autres visites secondes et suivantes. Donc, au niveau des méthodes de collecte, simplement insister sur le fait qu'on passe de sources stables, et j'ajoute anticipables de données. Lorsque ma banque, il y a 25 ans, prenait des données sur moi, je savais plus ou moins quelles étaient les données qu'elle prenait, quelles étaient les données qu'elle traitait. Maintenant, nous en sommes à des sources qui sont de plus en plus des sources mobiles et infinies et non anticipables en ce qui concerne les données qui sont reprises par la personne qui capte ces données. Les méthodes de stockage, c'est le fameux cloud computing. Vous savez qu'il y a un certain nombre de données. C'est tout à l'heure que j'ouvrais mon GSM, mon iPhone, et mon iPhone disait, en ce qui concerne votre connexion à l'iCloud, il est temps de régénérer votre connexion à l'iCloud pour pouvoir éventuellement mettre des données. Je me suis dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une certaine illusion d'avoir sur mon iPhone l'ensemble des données que j'ai éventuellement générées à partir de cet iPhone ou que j'ai reçues sur cet iPhone. Ce n'est plus du tout le cas, et vous le savez. De plus en plus, l'intelligence et les données, elles sont stockées quelque part. Elles ne sont plus stockées sur mon ordinateur, elles sont stockées dans les nuages, dans le cloud, comme on dit. Et un certain nombre de logiciels que j'utilise sont des logiciels, et Dieu sait si dans les réseaux sociaux c'est toujours à peu près le cas, les logiciels que j'utilise ne sont pas bien évidemment sur mon ordinateur, ce sont des logiciels qui sont directement dans le cloud et sur lequel je vais me brancher de façon à pouvoir éventuellement effectuer tel jeu ou éventuellement effectuer telle application. Et donc je me pose la question de savoir, mais toutes ces données que je pense être sur mon ordinateur, où sont-elles en définitive? À qui servent-elles? Et bien évidemment, pour quel usage? Les données de mon ordinateur, et la fois dernière, il y avait, Jean-Jacques présenté un centre de Google aux États-Unis, elles sont peut-être là, elles sont peut-être en Chine, elles sont peut-être ailleurs. Un dernier point sur la question des applications. Des applications, et notamment, je m'attarde à deux types d'applications. D'abord, le data mining et le profiling. Vous savez que de plus en plus, c'est bien ça le big data. On crée des réservoirs de données, on empile des données qui sont des données anonymes, qui sont des données nominatives, qui sont des données plus ou moins pseudonymisées. On les empile. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner des algorithmes de manière totalement aléatoire. On combine telle donnée avec telle autre donnée. Et puis tout d'un coup, on se dit, tiens, là, je suis en train d'essayer de détecter de la fraude sociale. Eh bien, je constate que si je combine telle donnée avec telle autre donnée, avec telle autre donnée, avec telle autre donnée, je me rends compte que dans les personnes qui ont fait de la fraude sociale dans les années précédentes, il y a 80% des personnes qui combinaient telle donnée. Et que dès lors, à partir de ce moment-là, je vais donner à ce résultat, qui est un résultat que je n'avais pas pensé au départ. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pensé mettre ensemble la couleur de la voiture avec le fait que quelqu'un ait un chien et que quelqu'un habite dans tel type de commune
par exemple, des communes de moins d'autant d'habitants, ou que cette personne a fait des voyages et que cette personne a l'habitude d'aller sur Google pour aller visiter les sites de météo. Donc, ces corrélations ne sont pas des corrélations qui ont été réfléchies au départ, mais c'est des corrélations qui naissent simplement de la puissance de la capacité de l'ordinateur. Et l'ordinateur peut apprendre, puisqu'il peut évidemment dire « je vais essayer de telle autre combinaison, tiens, voilà de nouvelles données qui m'arrivent, voilà de nouveaux fraudeurs, ben, voilà, je vais les mettre là-dedans et je vais voir comment tout ça réagit. » Alors, ce qui est important, évidemment, c'est la différence que l'on peut faire avec la statistique. Dans la statistique, vous réfléchissez a priori, vous dites « tiens, je souhaite obtenir tel résultat, et pour obtenir tel résultat, logiquement, je vais corréler telle donnée à telle autre donnée. » Ici, la logique est purement aléatoire. C'est ce que Madame Rouvroy, qui est une chercheuse belge, qui est considérée par les Françaises comme étant la personne qui a le mieux réfléchi à l'évolution de la société de l'information, appelle la gouvernementalité algorithmique. Cette gouvernementalité algorithmique, elle se distingue de la statistique en ce sens que c'est l'ordinateur lui-même qui impose, ce n'est plus l'humain qui, à partir de sa logique, va définir un résultat qu'il pressent a priori, c'est l'ordinateur lui-même qui, à partir de son calcul aléatoire, va dire tiens. Et le gros problème, évidemment, c'est ce qu'on peut appeler l'impression de vérité. 80% des personnes qui ont fait ceci vont faire cela. L'impression de vérité qui sort de ces ordinateurs. Du coup, et ce n'est pas la science-fiction, on s'oriente par exemple en matière de lutte contre la fraude sociale vers des systèmes de ce type-là, en disant, ben voilà, on cherche des personnes suspectes, ben cette personne a priori doit être suspecte, on va s'orienter vers une enquête relative à cette personne. Et le deuxième point qui m'apparaît important dans cette réflexion sur la gouvernementalité algorithmique, c'est la possibilité de prédire des actions. Bien évidemment, si j'ai telle personne qui a tel comportement, par exemple, de visite sur Google, qui a éventuellement telle caractéristique parce qu'elle habite à tel endroit, eh bien, automatiquement, je peux prédire, par exemple, son intérêt pour telle marque de whisky par rapport à telle autre marque de whisky, ou pour éventuellement tel goût pour tel voyage plutôt que tel goût pour tel autre voyage. Vous voyez, l'affirmation de Google, il deviendra difficile pour les personnes de consommer autre chose que ce qui a été déjà prévu pour eux. Et ça va plus loin, c'est le CEO d'Amazon qui avait utilisé aux États-Unis une publicité en disant « Ne téléphonez pas, votre paquet est ne téléphonez pas ou ne surfez pas sur Internet. Si vous souhaitez acheter des bouquins chez Amazon, votre paquet est déjà prêt. Nous connaissons ce qu'il vous faut. » Et nous connaissons ce qu'il vous faut. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que nous avons utilisé des systèmes et des systèmes de big data avec un profilage extrêmement précis des consommateurs. Je crois que c'est tout. Oui, il y avait la neuroélectronique, c'est... OK, passons si vous voulez, aux acteurs. Dans le cadre et là je fais une première réflexion juridique, les juristes, lorsqu'ils sont intéressés au problème de la protection des données, on dit ben, c'est un problème entre, d'une part, le sujet, celui sur lequel on prend des données, et d'autre part, le data controller, celui qui traite les données. Ils ne se sont pas rendus compte du tout, et je crois que c'est un point important, que entre celui qui collecte les données et d'autre part, celui qui collecte ou traite des données, et d'autre part, la personne concernée, moi ou vous, eh bien, il y avait ce qu'on peut appeler des producteurs de systèmes d'information et des terminaux. Pourquoi ? Parce que justement, ces producteurs d'information et terminaux vont permettre de générer un certain nombre de choses, un certain nombre de traitements qui sont inhérents précisément aux capacités de ces systèmes d'information, de ces terminaux. Je prends un exemple, c'est l'hyperlien invisible.
je me connecte à un site web, par exemple, je me connecte à la Libre Belgique, et je souhaite aller regarder sur la Libre Belgique ma page favorite, à savoir la page des sports, eh bien je ne me rends pas compte que me connectant à la Libre Belgique, mon ordinateur permet, parce que c'est une vertu de mon ordinateur, faire quoi? C'est le navigateur qui permet. Mon navigateur à l'intérieur de mon ordinateur permet quoi? Permet en même temps d'être connecté à un autre site web. Autre site web qui va bien évidemment m'envoyer un cookie, comme la Libre Belgique peut le faire. Et ok, quand je suis connecté à la Libre Belgique, je peux me douter que la Libre Belgique traite des données relatives à moi-même, mais l'ordinateur va permettre quelque chose que là, pour lequel je suis totalement inconscient, à savoir qu'un tiers, et c'est généralement une société de télémarketing, ou d'e-marketing si vous préférez, une société de marketing va aussi pouvoir mettre un cookie et enregistrer chez elle le fait que, bien évidemment, j'ai été voir la page des sports de la Libre Belgique, tel jour, telle heure, et que, le cas échéant, j'y retournerai à tel ou tel moment. Voilà, ça c'est un premier point, c'est un point important, c'est se dire est-ce qu'il suffit à l'intérieur d'une législation de protection des données de réglementer uniquement les personnes qui sont au bout de la chaîne, c'est-à-dire les personnes qui traitent les données. Il ne faut pas aussi réglementer les systèmes d'information. Le deuxième point, c'est important, c'est ce qu'on appelle les Internet Gatekeepers. Il y a toute une série de services informatiques, d'entreprises qui offrent des services informatiques, qui sont devenus des interfaces absolument nécessaires pour obtenir des informations qui sont absolument nécessaires. Imaginez-vous sans Google. C'est pas pensable. Si vous cherchez de l'information, il n'y a rien à faire, vous avez besoin. Imaginez-vous sans Facebook en termes de réseaux sociaux. Ce sont véritablement, dorénavant, des services qui sont des services qu'on peut considérer comme étant de première nécessité pour les personnes comme vous et moi, qui sont pour les citoyens. Voilà. Alors, ces Internet Gatekeepers, j'ajoute que ces Internet ont une position qui est une position extrêmement forte et une position oligopolistique. Vous n'avez pas 36 réseaux sociaux et l'économie des réseaux fait en sorte qu'il ne peut pas y en avoir beaucoup puisque la qualité du service du réseau dépend du nombre de connexions. Si j'avais 36 000 réseaux sociaux, il faudrait que je passe d'un réseau social à un autre et donc je n'y arriverai pas. Donc il vaut mieux qu'il n'y ait qu'un seul réseau social. Donc il y a véritablement dans l'économie de l'Internet un besoin d'avoir un certain nombre de gatekeepers qui amènent à un certain nombre de services et qui ont une position, sinon monopolistique, en tout cas oligopolistique. Alors, si on regarde la position de Google, c'est incroyable. Google est partout. Ce n'est pas simplement l'engin de recherche, c'est Google Maps. On en a parlé la fois dernière avec Jean-Jacques et Vincent. C'est évidemment Google Library avec l'ensemble des données d'information qui peuvent exister à l'intérieur de nos bibliothèques. C'est DoubleClick qui est une des sociétés de cybermarketing les plus puissantes, qui vous envoie de l'information et de la publicité sur Internet, enfin via Internet plutôt. Et c'est évidemment le système d'Android que vous avez dans l'ensemble de vos GSM et qui permet bien évidemment à Google, via cet Android, de pouvoir notamment vous localiser à tout moment. Voilà ici un certain nombre de nouveaux risques sur lesquels je voudrais aller très rapidement. L'exemple de Google est un exemple clair d'asymétrie complète entre, d'une part, la personne qui collecte, qui traite l'information, Google, et d'autre part, la personne sur laquelle l'information est collectée, à savoir moi-même. Il y a véritablement une disparité complète de puissance d'information entre, d'une part, celui qui traite la donnée et celui sur lequel la donnée est prise. C'est ce qu'on appelle évidemment le Big Brother. Je voudrais montrer que Big Brother, c'est un risque, mais il y en a bien d'autres. La surveillance et le traçage, je crois que
Jean-Jacques va en reparler tout à l'heure, mais il est clair, et Vincent nous montrait comment, avec des systèmes de géolocalisation, on pouvait suivre. Vous vous souvenez de la manière dont il a montré comment, ayant demandé un accès à Google, il a pu voir que Google avait suivi, mais véritablement, seconde après seconde, ses déplacements à l'intérieur de son université ou à travers le MIT dans lequel il était. Le troisième risque, c'est évidemment le monde globalisé et sans frontières, au-delà des lois nationales. C'est le fait que de plus en plus, Internet étant global, même si vous avez des réglementations qui vous protègent au niveau de votre pays, vous avez toute une série de difficultés lorsque l'information passe de l'autre côté, et généralement c'est de l'autre côté de l'Atlantique. On viendra sur les débats difficiles entre l'Europe et les États-Unis à cet égard-là. La décontextualisation et le réductionnisme de nos comportements, la décontextualisation, c'est une écrivaine américaine, Julie Cohen, qui disait, mais en fait, jusqu'à présent, dans le monde traditionnel, on avait différents visages. On avait le visage qu'on jouait à l'intérieur de son quartier, monsieur un tel habitant le quartier, puis il y a monsieur un tel qui allait jouer au sport, qui pouvait avoir un autre visage, d'autres manières de réagir. Et puis, vous aviez à l'intérieur de la famille, puis vous avez à l'intérieur de l'entreprise. Il y avait une possibilité d'avoir des cloisonnements d'habitudes et de manières d'être. À partir du moment où vous passez par un intermédiaire unique, je pense par exemple aux engins de recherche, comme Google, à partir du moment où vous passez par un interlocuteur unique, à la fois pour votre profession, pour votre vie de famille, pour éventuellement votre club, c'est la même chose avec Facebook. Tous ces mondes se mélangent et vous ne parvenez plus à contextualiser vos différents milieux de vie. La dépendance croissante, c'est une déclaration du Parlement européen en 2009, lorsque le gouvernement français avait décidé de couper la connexion à Internet pour un certain nombre de personnes qui faisaient du copiage illicite sur Internet, copier un film ou des choses comme ça. Le Parlement européen a condamné ce système français en disant non, la connexion à Internet est devenue quelque chose d'aussi nécessaire que n'était le pain au XIXe siècle. Donc Internet est devenu un bien public. C'est une dépendance véritablement de plus en plus grande par rapport à Internet. L'éclatement de la distinction sphère publique, sphère privée, oui. Il est certain que lorsque vous êtes entre les quatre murs de votre maison et que vous êtes en train de vous balader sur Facebook ou éventuellement de surfer sur Google, vous êtes exposé d'une manière ou d'une autre au regard d'autrui. Où est encore la sphère privée? Et comme disait mon ami américain Friedman, à la limite, vous vous sentez encore plus protégé lorsque vous voyagez dans la foule, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans la sphère publique. Et alors l'opacité croissante. L'opacité croissante, c'est un point important, je vais y revenir parce qu'il y a une décision du tribunal constitutionnel d'Allemagne que j'aime beaucoup, qui est une vieille décision, qui date de 1983, et vous allez voir comme elle est annonciatrice. C'est le fait, dit le tribunal allemand, la Cour constitutionnelle allemande, pas le tribunal allemand, la Cour constitutionnelle allemande, que du fait que vos données vous échappent, vous ne savez pas très bien où elles sont, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous adoptez un comportement qui est un comportement de plus en plus normalisé. Vous n'aimez pas de vous faire remarquer. Et donc, à partir de ce moment-là, dit le tribunal constitutionnel allemand, il y a une espèce de risque de conformisme anticipatif. Ça veut dire quoi? Vous adoptez un comportement que vous croyez être le comportement attendu par autrui. C'est assez intéressant parce qu'il y a eu, il y a maintenant de ça quand même 3-4 ans, il y a eu une enquête en Allemagne sur le comportement des personnes en termes d'expression sur Internet.
eh bien, plus de 64% des internautes allemands ont dit qu'elles se restreignaient dans leur expression, tout simplement parce qu'ils avaient peur qu'elles ne soient à un moment donné repérées de telle ou telle manière. Alors, nos libertés à l'âge d'Internet. Je crois qu'il faut quand même commencer par le fait qu'il y a, on aurait peut-être tendance à l'oublier après tout ce que j'ai raconté, il y a plein d'apports positifs d'Internet. L'homme est libéré, c'est un homme sans frontières, c'est quand même extraordinaire, à partir de mon ordinateur, je peux contacter le monde entier et je peux m'exprimer face au monde entier. Deuxième point, il y a la disparition des normativités traditionnelles. C'est des études du Conseil de l'Europe qui l'ont très bien montré. La personne qui utilise Internet, elle se sent libre, elle ne se sent pas identifiée a priori à une classe sociale, à une race. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne sait pas qui est derrière l'ordinateur et que dès lors, à partir de ce moment-là, elle peut s'exprimer sans avoir au départ un regard de suspicion ou un regard de haine parce qu'elle est de telle race, parce qu'éventuellement elle a un handicap ou parce que, bien évidemment, elle est de telle condition sociale. Et puis, un homme interactif, en tout cas c'est l'impression que nous avons tous, c'est-à-dire que nous avons la possibilité, par rapport à ce jouet, d'éteindre notre ordinateur, de passer à un autre programme si nous le souhaitons, ou à une autre page web. Un homme non seulement libéré, mais un homme prolongé, voire multiplié. Je vais reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure. Vous savez que dorénavant, il y a des systèmes, il y a des implants que l'on met de façon à faire en sorte, des implants que l'on met dans le cerveau des personnes, de façon à ce que l'on puisse repérer les états de stress de ces personnes et pouvoir éventuellement intervenir de façon à diminuer le stress. Il est clair qu'à travers ça, vous avez une personne qui peut bien évidemment se trouver en meilleures conditions. Vous avez des possibilités aussi d'augmenter ou de stimuler la mémoire à travers ces implants. Et puis, un homme prolongé, voire multiplié, il suffit de penser au GPS. Il est clair que grâce à vos GPS, vous n'avez pas de problème de retrouver votre route et vous n'avez plus cet handicap de devoir chercher ou demander votre route. Vous la trouvez. Donc l'homme a des capacités supplémentaires grâce à Internet. Et puis négativement, vous avez l'homme tracé, surveillé, l'homme démasqué, à travers l'analyse de vos consommations, on peut tout de suite vous profiler. Et donc, c'est assez intéressant. Il y a des études qui ont montré qu'à travers la composition de vos caddies, c'est-à-dire de ce que vous achetez, il est très facile de démontrer le type de personne que vous êtes, l'appartenance sociale, éventuellement vos tendances sexuelles et des choses de ce genre-là. Tout ça a été démontré par des analyses de sociologues sans difficulté. Et puis l'homme réduit à son profil est manipulé. Ça, c'est un point important. Lorsque vous avez de la publicité, cette publicité, elle est envoyée en fonction de votre profil. Et donc, progressivement, la publicité prend un autre sens que celui qu'elle avait dans une société traditionnelle. La publicité dans une société traditionnelle, c'est une invitation à quelque chose de différent. Je vois une publicité dans la Libre Belgique, je me dis, tiens, ce serait intéressant, je vais aller aux Caraïbes. Je n'y avais pas pensé, voilà. Dorénavant, évidemment, la publicité vous confirme, puisqu'elle vous est envoyée en fonction de votre profil, elle vous confirme dans vos goûts et dans vos préférences. C'est un point important, il est donc très facile de manipuler la personne et de l'amener, le cas échéant, à telle ou telle consommation ou à telle ou telle action. Et puis l'homme normalisé, on en a parlé tout à l'heure avec le conformisme anticipatif. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dernière chose. La dernière chose, c'est qu'au-delà des problèmes de liberté, il y a des problèmes qui se posent de manière beaucoup plus, me semble-t-il, accrue dorénavant. C'est d'abord des questions de dignité.
La dignité, c'est la définition de Kant, c'est de dire qu'il ne faut jamais prendre autrui comme un moyen, mais toujours comme un but en soi. Mais si vous regardez la manipulation qui peut être obtenue grâce aux technologies de l'information et de la communication, manipulation publicitaire, la manière dont éventuellement vous pouvez influer les choix des personnes, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure on respecte l'impératif de dignité. La question de l'autonomie individuelle, là aussi, c'est des problèmes, c'est des questions de choix. Il est certain que de plus en plus, la technologie guide nos choix et, dans une certaine mesure, suscite nos propres choix. De justice sociale, c'est un point qui m'apparaît de plus en plus important. Là, il y a plusieurs points qu'on pourrait développer. D'abord, Amazon a été à un moment donné poursuivi aux États-Unis pour l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication de manière à faire en sorte qu'ils puissent faire ce qu'on appelle de l'adaptative pricing. L'adaptative pricing, c'est quoi? C'est simplement d'adapter le prix en fonction de la personne que l'on a en face de soi. Et ces méthodes d'adaptative pricing, en tout cas, c'est ce qui ressort de la décision du comment ça s'appelle, mon Dieu, FTC, mais Federal Trade Commission. La Federal Trade Commission disait, en fait, Amazon utilisait cela à la fois pour exclure des personnes qui, selon le profil, étaient des personnes qui présentaient des risques de crédit. Mais elle utilisait cela également aussi pour faire en sorte que, bien évidemment, à partir du moment où une personne apparaissait comme extrêmement digne de crédit, on puisse éventuellement lui faire un certain nombre d'avantages. En matière d'assurance, la même chose. Récemment, une compagnie d'assurance a dit, voilà, si vous acceptez qu'on mette un RFID dans votre voiture, on diminuera de 50% votre prime à vous jeunes, à condition, bien évidemment, que vous nous autorisez à vous pister, c'est-à-dire à suivre votre comportement et, bien évidemment, à voir dans quelle mesure vous respectez telle ou telle vitesse. On peut aller plus loin. Vous savez qu'au niveau de l'assurance, en fonction de plus en plus de données, de profils qui sont précises, comme votre quartier, comme éventuellement des risques d'insécurité dans votre quartier, on va, d'une manière ou d'une autre, adapter votre tarif d'assurance en fonction de l'ensemble d'un certain nombre de données qui vous sont totalement inconnues. Et bien évidemment, à partir de ce moment-là, faire en sorte que la justice sociale peut être mise à mal dans la mesure où, bien évidemment, vous n'êtes pas nécessairement responsable de cet état de fait. Et deuxième point, que l'on introduit, bien évidemment, des discriminations par rapport à des personnes que, normalement, l'assurance devrait traiter au nom de la mutualisation de la même manière. Et puis, finalement, il y a des problèmes de démocratie. Ça, c'est la fameuse décision du tribunal constitutionnel allemand dont je vous parlais tout à l'heure, qui va me permettre de passer à la seconde partie, et qui est de dire, attention, à partir du moment où quelqu'un ne sait pas ce qui est fait de ces données, il est gravement handicapé dans sa liberté de planifier ou de décider librement. Et on ajoute, c'est un point important, cette difficulté de décider, de planifier, a une conséquence pas simplement sur un développement personnel de l'individu, mais une conséquence également sur l'ensemble de la société. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une société démocratique, elle doit vivre de personnes qui se sentent libres et en confiance et qui osent s'exprimer de manière libre et confiante. Et donc, ce qui est intéressant dans cette décision du tribunal constitutionnel, c'est qu'elle se base sur 2 articles de la Constitution. On ne parle pas du tout de loi de protection de données, on va y arriver en conclusion. Le tribunal constitutionnel allemand y arrivera en conclusion, mais elle dit simplement ce que nous l'affirmons au nom de 2 articles, l'article suivant lequel chacun a droit à la dignité, 2 articles de la Constitution allemande, l'article 1, et l'article 2, qui est l'affirmation suivant lequel les personnes ont droit à leur développement personnel. Voilà la manière dont je souhaitais présenter le contexte. J'espère que je ne suis pas trop long, Jean-Jacques. Est-ce
qu'un juriste, c'est une catastrophe. Ça va. Bien. Alors, je voudrais un petit quart d'heure. Bon, ben. Bien. Voilà. On a l'habitude, et bon, peut-être que c'est un réflexe de juriste d'introduire à cette distinction. On a l'habitude, et certains disent qu'il faut distinguer la privacy et la protection des données. Et c'est vrai que, et si vous vous souvenez, Jean-Jacques, dans son introduction, en a parlé, il a expliqué qu'effectivement, dans la charte européenne des droits du citoyen européen, une charte qui date de 2000 et qui a une valeur quasi constitutionnelle, a répété à plusieurs reprises la Cour de justice de l'Europe, eh bien dans la charte de l'Union européenne, on distingue l'article 7 et un article 8. Et l'article 7 de la charte reprend le fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est d'affirmer la privacy. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de ses communications. Et puis, la Charte européenne crée un deuxième article, l'article 8, et je me souviens des débats, puisque à l'époque, j'étais à la Commission de protection de la vie privée, donc je participais à la négociation européenne sur ce point-là. Mais l'article 8, lui, affirme le droit à la protection des données à caractère personnel. Et donc, certains ont dit, mais la privacy, c'est quelque chose, la protection de données à caractère personnel, c'est autre chose. La privacy, c'est quelque chose de négatif, c'est la protection de l'individu par rapport au regard d'autrui, c'est très négatif, c'est le fait qu'on doit pouvoir s'emprisonner chez soi, que le secret des communications doit être garanti, etc. Par contre, la protection des données à caractère personnel, c'est quelque chose de beaucoup plus positif. C'est quelque chose de beaucoup plus positif. C'est le fait, bien évidemment, qu'on doit pouvoir permettre le traitement de données à caractère personnel, à l'intérieur de la société de l'information. Je voudrais revenir sur cette distinction qui m'apparaît fausse. Je ne vais pas entrer dans les conséquences que ça peut avoir, mais pourquoi ? Simplement parce que si je regarde l'évolution du concept de vie privée, on est très loin dans la jurisprudence, l'évolution du concept de vie privée dans la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg, on est très loin d'une conception négative. Au contraire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit de plus en plus, je donnais simplement quelques exemples de décisions, on voit de plus en plus que la Cour européenne des droits de l'homme considère la vie privée comme étant quoi ? Comme étant un certain nombre de conditions pour que la personne puisse se développer de manière personnelle, pour qu'elle puisse jouer son plein rôle dans une société démocratique, dirait le tribunal constitutionnel allemand. Et simplement, je donne des exemples. L'arrêt Guerra, c'est quoi ? C'est des familles italiennes qui, à un moment donné, s'installent dans une commune en ignorant qu'une société classée Seveso est à proximité. Eh bien, elles vont considérer que d'être ainsi à proximité d'une entreprise dangereuse est contraire au développement de leur famille, développement physique, développement de la santé de leur famille. Et c'est de manière assez étonnante, sur base de l'article 8, que les juges de la Cour de Strasbourg ont dit le droit au développement personnel est précisément inscrit dans cet article 8. On peut prendre d'autres exemples. Lorsque, à propos du problème des personnes qui ont accouché sous X, la Cour de Strasbourg dit qu'il faut permettre que les personnes à qui la mère a caché son identité puissent avoir accès à cette identité, ils le font de nouveau au niveau du droit au développement de la personne, en l'occurrence de l'enfant. L'enfant a besoin, pour pouvoir se développer, se structurer, de connaître à un moment donné sa mère, même si, bien évidemment, cela se fait suivant une certaine procédure. L'arrêt Botta, c'est encore mieux. C'est un handicapé qui, à un moment donné, devant la Cour de justice de Strasbourg, en disant « je souhaiterais pouvoir avoir accès à la mer ». Et je ne parviens pas parce que, tout simplement, il y a des escaliers. Je suis sur une chaise roulante. Et bien, de nouveau, le droit, la Cour de Strasbourg a considéré que la vie privée, c'était le droit au développement
des personnes. Et donc, il fallait d'une manière ou d'une autre qu'il y ait un aménagement qui soit proposé. Voilà. Donc, le concept de vie privée, je crois qu'il faut le voir de manière extrêmement large et non pas de manière restrictive. Et je crois qu'il est extrêmement important de se rendre compte, peut-être passer directement là, qu'en ce qui concerne le développement de la personnalité dans une société de l'information, ce développement de la société, ça veut dire deux choses. C'est d'une part un certain droit, parce que les Américains appellent le droit à la séclusion, c'est-à-dire le droit à pouvoir se retirer du monde, de la société de l'information. C'est le droit de pouvoir dire « je ferme mon ordinateur et je sais que dorénavant, plus personne ne pourra me suivre ». C'est le droit de pouvoir à un moment donné, et ce n'est pas toujours reconnu, notamment si vous regardez dans Android, la version 4.1, Google s'est arrangé pour qu'on puisse continuer à vous géolocaliser, même si à un moment donné vous souhaitez ne plus l'être. C'est le droit de pouvoir arrêter à un moment donné, stopper cette géolocalisation. Ça, c'est le droit à la séclusion. Et puis il y a un autre droit qui est évidemment le droit à l'inclusion, c'est-à-dire le droit de pouvoir développer avec autrui dans une relation de confiance, c'est-à-dire avec un minimum de transparence, sa propre personnalité. Voilà, je vais un peu plus vite puisque je crois que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien évidemment, qu'en ce qui concerne la protection de la vie privée dans la société informationnelle, ce qu'on essaie de réaliser à travers les lois de protection des données à caractère personnel, le fait que, bien évidemment, on dise qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, pouvoir faire en sorte que l'on ne soit plus pisté, qu'on ne soit plus tracé, c'est le droit à la séclusion. Le fait, d'autre part, que l'on puisse, lorsque l'on crée des données à son propos, savoir où ces données circulent et savoir ce que les personnes en font, bien, ce double droit que l'on va retrouver dans le droit à la protection des données va évoluer, bien évidemment, en fonction de quoi? En fonction du fait que les technologies évoluent eux-mêmes et que les technologies, en fonction de l'évolution, présentent plus ou moins de dangers par rapport à ce droit au développement. Et donc, si vous regardez l'historique des lois de protection des données, je vais aller très vite, il y a plusieurs générations. Il y a les premières lois de protection des données, c'est 1970, la fameuse loi du Land de Hesse, qui ne visait d'ailleurs que les administrations publiques. À l'époque, ce dont on avait peur, c'est les administrations publiques. Je crois qu'aujourd'hui, on a aussi peur des administrations publiques que des administrations privées. La loi suédoise. Et à l'époque, ce sur quoi on mettait essentiellement l'accent, c'était le fait qu'il y avait des données sensibles en soi. Les données relatives à la santé, les données relatives aux opinions philosophiques, religieuses. Là, c'est des données pour lesquelles il y avait une approche négative. Il ne faut surtout pas que l'on puisse traiter ces données, sauf rares exceptions. Et puis, deuxièmement, on avait une approche très administrative, qui est de dire, et on va réglementer les grandes bases de données qui étaient bien connues à l'époque, puisqu'on était dans un système où, bien évidemment, les systèmes d'information étaient des systèmes d'information relativement centralisés et aux mains j'allais dire data controllers, mais de responsables de traitement qui étaient faciles à identifier, les banques, les administrations, etc. Deuxième génération, on va aller plus loin. La protection des données, parce que les risques deviennent de plus en plus importants, devient quelque chose de plus prégnant. Et on va affirmer, dans le cadre de cette deuxième génération, on va aboutir à cette charte que je viens de rappeler, la charte de l'Union européenne de 2000, et notamment de cet article 8, qui affirme quoi? Que dorénavant, il doit exister une protection de toutes les données à caractère personnel. Alors, vous allez voir, la notion de données à caractère personnel, elle va évoluer et on verra la troisième génération. Mais au point de base, c'est toutes les données à caractère personnel. Et pas seulement les données sensibles, toutes les données à caractère personnel. Le deuxième point, c'est d'affirmer que si vous voulez si quelqu'un veut traiter des données à caractère personnel, il doit pouvoir le faire sur une base légitime. Et la base légitime, c'est soit le contrat, soit c'est une base qui doit être d'une manière ou d'une autre prévue par la loi. Ça, c'est les administrations, et dans le domaine privé, c'est le contrat. Troisième
grand principe, c'est le droit à la transparence. C'est le fait que chaque citoyen sur lequel on prend des données doit savoir que des données sont prises sur lui. C'est le droit à la transparence que les données sont prises pour lui. Pour quelle finalité? Et bien évidemment, la manière dont elles sont conservées, la durée de conservation. Et enfin, le dernier point, c'est la fameuse autorité indépendante de protection des données. Si vous voulez faire respecter la légitimité des traitements, vous n'y arriverez pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu le gardien du temple, qui est le gardien de la loi. C'est la fameuse commission de protection de la vie privée en Belgique. C'est ce qu'on appelle les APD, les autorités de protection des données. Je crois qu'on arrive progressivement à une troisième génération. Et dans le cas de cette troisième génération, je voudrais surtout commenter le règlement général de protection des données qui vient de sortir, 14 avril. Règlement, ce n'est pas une directive, c'est un règlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que dans la deuxième génération, on s'est dit une directive suffit, chaque pays va pouvoir l'adapter comme il le souhaite. Ici, on a dit non, c'est fini, il faut un règlement. Il faut que la protection dans l'ensemble de l'Europe soit la même. C'est un point important, on va voir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une série de choses. D'abord, premier point, les données à caractère personnel, cette notion, elle va être élargie. Vous allez voir, c'est pas rien. Deuxième point, et c'est un point qui nous intéresse particulièrement, Jean-Jacques et moi, c'est cette approche technolégale. Pour pouvoir assurer la protection des données à caractère personnel, s'il vous plaît, réglementez la technologie elle-même. Le danger, c'est la technologie. C'est donc dans la technologie que vous devez trouver les solutions. Et puis, on va affirmer de nouveaux droits pour le citoyen, et pas mal. On va renforcer les autorités de protection des données. La Commission belge de protection des données en a bien besoin. Et puis, on aura une approche qui sera plus soucieuse du caractère global de l'Internet. On a dit, un des gros problèmes, c'est la circulation des données dans l'ensemble du monde, avec les diversités d'approches au niveau de la protection. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord l'élargissement de la notion de données à caractère personnel. Et là, il y a un premier point qui a été suffisamment développé, qui est ici, qui a été suffisamment développé par Vincent, si vous vous en souvenez. Il a bien montré que, voilà, on anonymise un numéro de GSM, on retire les 4 derniers chiffres. Donc voilà, la donnée est anonyme. Eh bien, avec les big data, avec les systèmes intelligents, si vous croisez des données qui au point de départ donnent l'impression d'être anonymes, vous pouvez les réattribuer à quelqu'un. Première réflexion. Deuxième réflexion qui m'apparaît encore plus importante. Et je pars d'un exemple, c'était une certaine Madame King qui était à Namur en 2010 et qui nous a raconté cette histoire de l'Oregon aux États-Unis. À l'intérieur de Walmart c'est un supermarché américain, les personnes qui entraient à l'intérieur de Walmart recevaient une montre. À l'intérieur de la montre, il y avait un RFID. Il y avait quoi? Il y avait une petite puissance qui pouvait émettre et recevoir des données à caractère, qui pouvait émettre et recevoir des données. Et donc, les personnes se baladaient avec leur caddie à l'intérieur du grand marché. Et en fonction de l'endroit où ils étaient, ils recevaient des publicités en disant, par exemple, Madame, vous venez d'acheter tel fromage, le camembert de je ne sais quel camembert président. S'il vous plaît, Madame, nous avons en promotion, et c'est 2 rangées plus loin, à gauche, nous avons en promotion un vin de telle qualité, et nous vous conseillons vivement ce vin. Donc, publicité qui était une publicité adressée en fonction de la localisation de la personne à l'intérieur du magasin et en fonction, bien évidemment, des achats déjà faits. Alors, à un moment donné, évidemment, un consommateur se plaint. Et que dit Walmart? Walmart dit, je suis désolé, il n'y a pas de données à caractère personnel. Qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas qui a la montre, et donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'identification possible. Et je vous jure, croix de moi, compte fait, évidemment, s'il y avait une carte de shopping, ils auraient pu éventuellement
croiser des informations entre la carte de shopping qui était nominative et la montre. Mais en principe, je vous jure, nous ne croisons pas ces données et on peut vous montrer très techniquement parlant que nous ne le faisons pas. La question a été soumise à la justice américaine et la justice américaine s'est inclinée devant le raisonnement de l'entreprise. En réponse à ce raisonnement, l'Europe a fait autre chose. Elle a dit, qu'est-ce que c'est une donnée à caractère personnel? Une donnée à caractère personnel, ce n'est pas une donnée où on peut éventuellement réidentifier par les caractéristiques classiques, à savoir l'adresse, le nom de la personne, le numéro de la carte d'identité ou des choses comme ça. Ce n'est pas uniquement ça, une donnée à caractère personnel. C'est tout ce qui va permettre d'avoir un impact pour la personne. Et donc, même si je ne sais pas qui, et que je ne saurai jamais qui est la personne derrière un cookie, derrière éventuellement un tag de RFID, eh bien, il n'y a rien à faire. Si je peux, profitant de ce système d'information, avoir une action qui a un impact sur cette personne, c'est une donnée à caractère personnel. C'est une évolution qui est une évolution extraordinaire et qui a été reprise par le règlement dans ses considérants. Je crois que c'est vraiment un point important. Le reste, je crois que c'est moins important. Les droits du citoyen. Le consentement. Alors, le consentement, vous avez fait l'expérience comme moi. Le nombre de fois qu'on vous demande votre consentement et qu'on vous dit voilà les conditions générales, que vous n'avez même pas le temps de les voir défiler parce qu'il y a des pages et des pages, et puis que de toute façon c'est beaucoup plus simple, vous poussez à accepter, et vous poussez d'autant plus à accepter que vous avez envie, je pense à Facebook, vous avez bien évidemment envie de pouvoir bénéficier des avantages de Facebook, et on peut vous comprendre. Le consentement ne peut plus être une base, me semble-t-il, légitime de traitement. Si le consentement se présente dans un certain nombre de conditions, on pourrait encore l'imaginer, mais je crois que de plus en plus, on doit arriver, et c'est ce qu'on est en train d'essayer d'expérimenter, notamment, on l'a fait avec la commission privacy canadienne, la notion de consentement collectif, qui existe déjà un petit peu en Belgique avec les questions de conventions collectives et notamment d'introduction de nouvelles technologies. Mais ici, par exemple, avec Facebook, l'idée était de dire, plutôt que chaque individu pousse pour dire j'accepte et donc consent aux traitements qui sont proposés par Facebook et que vous ne comprenez de toute façon pas parce que vous ne savez pas lire et que c'est beaucoup trop long, mais plutôt que de faire ça, on met ensemble les consommateurs, les usagers de Facebook, et on dit mais qu'est-ce que vous souhaitez? Et puis on prévoit une négociation, et une négociation qui a duré pas mal de temps avec Facebook au Canada. Le droit de voir son terminal, ça c'est aussi une décision de la Cour constitutionnelle allemande, qui est extraordinaire en la matière, qui a dit mais en fait le terminal c'est quoi? C'est une maison virtuelle. Je mets des données, je me sens chez moi à l'intérieur de mon ordinateur. Et donc, il est normal que je dois avoir des garanties qu'on ne s'introduit pas à l'intérieur de cette maison virtuelle. Alors ça condamne les spyware, ça condamne les cookies, et donc il y a dans la directive, qui est une directive de 2009, qui est reprise maintenant dans le règlement, une disposition disant « vous ne pouvez plus envoyer des cookies et des logiciels espions sans le consentement de l'utilisateur ». Problème de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire le consentement? C'est un autre problème. Le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, j'ai pris le cas, qui est un cas réel, de cette personne qui, à un moment donné, s'est vu refuser son crédit bancaire, simplement parce que 12 ans avant, son nom avait été cité. Son nom avait été cité dans une décision qui avait été reprise, décision judiciaire, qui avait été reprise par Google. Et donc, évidemment, en faisant une recherche par nom, la banque était tombée sur le nom. Donc, le droit à l'oubli, c'est la possibilité d'exiger le retrait de sa donnée par rapport à des traitements, et en particulier par rapport à des traitements de profilage ou des traitements qui impliquent une décision par rapport à des personnes. Le droit à un fonctionnement transparent, loyal, déterminé, je ne vais pas revenir. Le profilage transparent, on essaie d'y arriver. C'est l'idée de dire, et Google
a dit qu'il était d'accord de le faire, c'est que dorénavant, quand Google fait un profilage, il reprendrait et permettrait d'avoir l'accès aux critères qui ont servi au profilage. Alors, pas la pondération des critères, et c'est là où, évidemment, on peut à la fois les comprendre et dire que c'est fortement insuffisant. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les critères, à savoir ma profession, mon domicile. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment le poids qui est donné à chaque critère. Là, bien évidemment, les entreprises disent que c'est des secrets d'affaires, donc pas question. Vous connaissez le problème des secrets d'affaires. Et le droit à la portabilité, c'est une nouveauté. C'est l'affirmation suivant laquelle vous pouvez vous passer par un réseau social. Vous pouvez très bien dire demain, je passe de ce réseau social-là à un autre réseau social. Le Facebook, admettons que ce soit le réseau social sur lequel vous êtes, doit vous restituer les données de façon à ce que vous puissiez passer sur un autre réseau social comme Instagram ou tout ce que vous pouvez imaginer. La réglementation des systèmes d'information et des terminaux, ça c'est un point important. D'abord, je crois que le premier point, c'est le principe du privacy by design. Tout ça est dans le règlement. C'est de dire, bien évidemment, que dorénavant, vous devez faire en sorte que dans la technologie, vous allez intégrer des mesures qui font en sorte que la protection des données est assurée, peut-être pas de manière totale, mais qu'au moins elle est assurée en grande partie. Alors, je vous prends un exemple, on en a parlé la fois dernière, c'est le floutage. Vous savez que lorsque Google Street passe dans vos rues et qu'il voit quelqu'un, automatiquement le visage est flouté. Voilà une mesure technique de repérage des visages et de floutage automatique des visages, qui est une mesure de privacy by design. Lorsque Jean-Jacques a découvert qu'effectivement, dans les passeports, il y avait des puces RFID qui n'étaient pas sécurisées, donc n'importe qui pouvait, en passant près de vous, à condition d'avoir un lecteur efficace, savoir qu'est-ce qu'il y avait dans votre passeport, les données de votre passeport. Il est clair que la première réflexion était de dire, s'il vous plaît, administration de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur, faites du privacy by design. Sécurisez au moins l'accès à ces données qui sont ainsi des données mises dans une puce dans le passeport. Principe de l'information accountability, c'est l'affirmation selon laquelle on dit aux sociétés qui traitent des données, dites-nous ce que vous allez faire et surtout assurez-vous que ce que vous dites est bien la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dites-nous ce que vous faites. C'est de l'obligation de dire voilà ma politique en matière de privacy. Alors une fois que vous avez dit votre politique en matière de privacy, ça ne suffit pas. Assurez-vous que vous respectez bien ce que vous dites. Facebook dit moi vous savez je n'envoie pas les données à des tiers, à des sociétés tierces. Je veux savoir qu'effectivement, vous ne l'envoyez pas à des sociétés tierces qui éventuellement commercialisent des données à partir des profilages réalisés sur base des données de Facebook. Comment est-ce qu'on peut faire? Il y a deux manières de faire. Le règlement dit dorénavant, les administrations et ceux qui font du profilage doivent avoir à l'intérieur de leur entreprise ce qu'on appelle des détachés à la protection des données avec un statut d'autonomie, d'indépendance par rapport à la direction qui doit les obliger à faire un certain nombre d'audits internes par rapport au système qui existe à l'intérieur de leur entreprise. Et puis il y a des labels. Ça c'est quelque chose, si vous allez aux États-Unis, vous allez voir, ça fleurit. Vous avez une entreprise américaine, vous allez voir Trusty. Trusty, c'est quoi Trusty? Eh bien c'est une société qui a pour objectif et pour rôle de vérifier si la politique de l'entreprise est bien conforme aux règles qu'elle affirme et aux règles minimales en matière de protection de la vie privée. Et si elle a constaté qu'effectivement vous respectez bien ces règles, elle met son label. Il y en a d'autres. Vous avez en Europe, par exemple, un label que nous avons fait avec d'autres, qui s'appelle Trusted Shop, en Allemagne. Voilà, il y a encore bien d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, sinon je serai beaucoup trop long. Le renforcement des autorités de protection des données, ça c'est un principe que le règlement a affirmé et qui pose problème dans pas mal de pays. Les autorités de protection doivent disposer d'un staff et de ressources techniques et financières suffisants
pour mener à bien leur mission. Ce deuxième point, qui n'existe pas jusqu'à présent en Belgique, les autorités de protection doivent pouvoir conduire des enquêtes et prendre des sanctions administratives. En Belgique, la Commission de protection des données ne mène pas d'enquête et ne prend pas de sanctions administratives. Il y a aussi une peur, bien évidemment, que, ayant pris de sanctions administratives, l'autorité de protection des données soit par la suite déjugée en disant mais vous avez considéré que les lois de protection des données, que le règlement n'était pas suivi, vous êtes trompé, et donc nous allons vous sanctionner, vous, autorité de protection des données, parce que vous avez abusé de vos compétences. Donc il y a une peur des autorités de protection des données d'utiliser cette compétence. Maintenant, ce sera obligatoire, comme ça l'est déjà dans d'autres pays en Europe. La coopération, et alors ça c'est un point important. Ce point est extrêmement important parce qu'il concerne une question qui était une question extrêmement délicate. J'ai parlé des rapports entre les États-Unis et l'Europe. Vous savez qu'en Europe, il y a tout ce qu'on vient de dire. Il y a maintenant un règlement, il y a l'article 7 et 8 de la Charte européenne des droits de l'homme. Il y a une véritable protection des données. Qu'en est-il dans le reste du monde ? Dans le reste du monde, on dit qu'il y a aussi de la protection des données, notamment l'OCDE a établi des principes en matière de protection des données. Mais ces principes de protection des données, il n'y a pas de loi pour les garantir. On le fait à travers des systèmes, et on a parlé tout à l'heure des labels. Oui, il y a des labels qui existent de manière à vérifier si les règles minimales de l'OCDE sont respectées. Il y a des labels, il y a de l'autocertification, il y a toute une série de mesures qui sont plus des mesures d'autorégulation. On en parle beaucoup pour le moment avec le TTIP, entre les États-Unis et l'Europe. Vous savez que les États-Unis souhaitent qu'on passe d'un système de réflexe judiciaire à un système de réflexe qui est un réflexe arbitral et un réflexe d'autorégulation. Voilà, donc on a des systèmes qui sont différents. Et la question qui s'est posée, bien évidemment, c'est de savoir, oui, mais ok, les données européennes qui sont bien protégées en Europe, si elles partent aux États-Unis, n'auront pas la même protection. Et donc l'Europe avait construit, et je sais si c'est un souvenir important pour moi parce qu'on y a travaillé beaucoup, l'Europe avait construit ce qu'on appelle les Safe Harbor Principles, ce qui étaient des règles, une décision de la Commission qui établissait un certain nombre de règles que les États-Unis s'engageaient à suivre lorsqu'elles recevaient des données à caractère personnel venant de l'Europe. C'était décidé en 2000 et jusqu'en 2015, on a travaillé avec ces règles, ces fameux Safe Harbor Principles. Et puis il y a un certain monsieur Schrems, et je suppose que tu connais bien le bonhomme, monsieur Schrems, qui n'est pas n'importe qui, c'est un professeur d'université autrichien. Monsieur Schrems, à un moment donné, s'aperçoit que ces données sont aux États-Unis, et il dit, mais moi j'estime que les États-Unis n'offrent pas un niveau de protection suffisant par rapport aux exigences européennes. Et bien évidemment, on lui répond, et c'est ce qu'on lui a répondu au niveau des premiers du tribunal autrichien qui avait été saisi. Mais si, il n'y a pas de problème, puisque l'entreprise qui a importé vos données s'est engagée à respecter le Safe Harbor, s'est engagée à respecter ce qui est imposé par la décision européenne. Et il était plus loin, il était à la Cour de justice des communautés européennes, il était jusque-là, il était jusque à la Cour européenne de Luxembourg, et la Cour européenne de Luxembourg lui a donné raison. Et a dit, ce n'est pas parce que la Commission a décidé, pas parce que l'exécutif a décidé quelque chose, que nécessairement le niveau de protection qui a été décidé par la Commission est suffisant. Et il était plus loin, il a dit, c'est le devoir des autorités de protection des données, éventuellement, de s'insurger, d'aller devant le judiciaire et de s'insurger lorsqu'elles estiment qu'un niveau de protection, même jugé par l'exécutif comme adéquat, ne lui apparaît pas adéquat.
Et donc, ça a donné bien évidemment un principe qui est de dire, vous savez, dorénavant, les autorités de protection des données ont un rôle de contrôle de la légalité, de la conformité au règlement, même si la Commission, même si l'exécutif européen, ou éventuellement un exécutif national, en a décidé autrement. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il existerait un arrêté royal en Belgique qui ordonnerait ceci que nécessairement la Commission de protection des données belge devrait s'incliner, elle, pour éventuellement aller devant le judiciaire pour réclamer éventuellement autre chose. Voilà. Les nouvelles alliances, je ne vais pas en parler parce que je suppose que Jean-Jacques va me haïr aussi, non, ce qui n'est certainement pas le cas, mais voilà, je conclus simplement. Vous voyez, je conclus pour reprendre un certain nombre de défis qui m'apparaissent vraiment très présents pour le moment. Il y a un premier défi, je crois que c'est un point important, c'est le défi de la globalisation de l'Internet. On est vraiment pour le moment dans un bras de fer entre l'Europe et le reste du monde sur le problème de niveau de protection des données. Et il n'est pas du tout certain que l'Europe triomphe lorsqu'on sait bien évidemment que plus de 50% des flux de données passent aux États-Unis et que bien évidemment tous les GAFA dont on a parlé tout à l'heure sont américains. Deuxième point, c'est le problème de nos États face aux géants de la toile. Déjà en 1985, si je me trompe, j'ai oublié son nom, tiens. Allez, un grand penseur qui... c'est pas Attali, Nora disait, vous savez, la France face à IBM, elle ne fait pas le poids. Vous imaginez que dorénavant, même l'Europe, face aux géants de la toile, ne fait pas le poids. Alors, ce qui est intéressant maintenant à noter, c'est la montée en puissance du nombre d'actions judiciaires, le rôle des juges, le nombre d'actions judiciaires contre les géants. Il y a le nombre d'actions contre Google, le nombre d'actions contre Facebook grandit. Il y en a notamment 2 en Belgique qui ont fait la une des journaux il n'y a pas longtemps. La résignation des internautes. Ce qui est incroyable, c'est la manière dont, pour finir, les internautes réclament peu. Et pourquoi ? C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a rien à faire. Les avantages présentés par la technologie sont bien réels. Alors, vendre sa vie privée pour des avantages bien réels, lorsque mon fils me dit tu es quand même d'accord qu'on mette un RFID dans la voiture, ça fait 50% en moins, mais un peu embêté, moi. Enfin bon, voilà, n'importe, mais voilà. La disparition des solidarités traditionnelles, ça c'est un autre point. Où est mon prochain ? Bon, mon prochain, c'était le travailleur syndiqué à côté de moi, c'était éventuellement le professionnel du même type que moi, c'était éventuellement l'habitant du village. Mon prochain, je le connaissais bien. Et nous pouvions éventuellement, lorsque une action était menée contre notre groupe, facilement nous unir. Comment voulez-vous vous unir lorsque, bien évidemment, le prochain, il n'existe plus? L'action qui est prise avec la globalisation, la globalisation d'Internet, l'action qui est prise contre une personne ici en Belgique peut être la même action que celle qui est prise contre une personne que, bien évidemment, le Belge ne connaîtra pas, qui est aux États-Unis, qui est au Japon. Donc, il y a une disparition des solidarités traditionnelles. Voilà. Enfin, il y a quelques utopies et j'espère que vous les partagerez. Je crois que la vie privée est une condition de plus en plus nécessaire pour la défense de nos libertés, que devient la liberté d'expression si nous n'avons pas une certaine garantie par rapport à l'utilisation de nos expressions, que devient la liberté de déplacement si nous n'avons pas une certaine garantie contre l'utilisation des données de localisation. La vie privée est aussi une condition essentielle, je crois l'avoir dit, pour une démocratie participative. Ça, je crois que c'est vraiment un point important. Et la défense de la vie privée nécessite, et ça je le pense, une action collective et surtout des délibérations démocratiques. Voilà. Qu'est-ce que nous souhaitons ? Et je crois que c'est un point à débattre ensemble comme société de l'information.